Nous avons le plaisir d'accueillir Franck. Franck, bonjour à toi. Bonjour François, bonjour à tous. Alors, avant que tu te présentes, on va recadrer un petit peu le pourquoi du comment de ce numéro. En fait, on va parler un petit peu ESN, le marché ESN aujourd'hui, comment ça se comporte et comment une société de service vit la période post-Covid, parce que je présume que ça a eu des conséquences. Et je rappelle aussi que des milliers de développeurs et de techniciens de l'IT travaillent dans une ESN. Alors Franck, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu la société? Ok, donc en deux mots, je suis cofondateur et gérant de la société Osaxis. Je suis formation ingénieur informatique à l'origine. Puis j'ai créé avec deux autres associés Osaxis en 2003. Donc une ESN où on est parti, où on a démarré que tous les trois. Donc Osaxis, c'est une ESN, je dirais, classique sur la forme. Donc on réalise des applications spécifiques web pour nos clients. Donc ils sont principalement des clients grands comptes. Alors nous, on se focalise plus sur les technologies, plus que sur le secteur d'activité. Et donc on intervient aussi bien auprès de sociétés grands comptes qui font du transport, de la grande distribution, des universités, voilà, de l'énergie, un peu tous les domaines d'activité. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans les sociétés? Donc là, on est une petite trentaine, donc ce qui fait quand même une progression assez lente au cours des 19 dernières années. Ouais. On a une progression assez constante de 1 à 2 personnes de plus par an. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, on aura compris que Osaxis, c'est une ESN, on va dire, de petite taille ou de taille moyenne. Petite taille, voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas un pure player. Donc, c'est plutôt, effectivement, une ESN plus généraliste au niveau des technologies. Oui, tout à fait. Oui. On n'a aucun partenariat avec quelque éditeur que ce soit, puisqu'on le fait à la fois de la régie, donc de la délégation de personnel, c'est en gros 2 tiers de notre activité, et 1 tiers de l'activité, c'est du forfait. Et donc, sur le forfait, on cherche à accompagner nos clients sur les technologies qui sont les plus à même de les aider. Donc, justement, on ne va pas essayer de leur pousser une solution ou une autre. On essaie de voir quels sont leurs besoins. Et en fonction de ça, on recommande telle ou telle technologie selon les compétences qu'ils ont en interne, selon ce qui nous semble adapté, selon les technologies qui nous paraissent pérennes, etc. D'accord. Alors, on a vu effectivement que ces 2 dernières années n'ont pas été faciles, notamment à cause du Covid et tout ce qui est post-Covid. Par rapport à ton vécu et par rapport effectivement au marché que tu vois, comment aujourd'hui une ESN réagit ou en tout cas évolue dans ce marché un petit peu post-Covid? Est-ce que tu as vu des évolutions, alors bonnes ou mauvaises d'ailleurs, par rapport à ce que tu faisais avant la crise du Covid? Nous, on est une petite structure, donc on a quand même. C'est pas une entreprise familiale, c'est vraiment une petite structure où tout le monde se connaît très bien, où il y a quand même une très bonne unité, où on fait beaucoup d'activités ensemble, etc. Où il y a une très bonne cohésion, un esprit d'équipe qui est très fort. Et c'est vrai que le Covid a un peu cassé ça, parce que pendant plusieurs mois on ne s'est pas vu, on n'a pas pu lancer des choses, on s'est retrouvé avec des personnes à distance. Heureusement, notre métier nous a permis de continuer à poursuivre l'activité, mais on a eu un gros changement là-dessus. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même si le Covid, alors je ne dirais pas qu'il est derrière nous, mais on a quand même possibilité de se retrouver au bureau ensemble. Il y a quand même eu un passage avec possibilité d'effectuer du télétravail pour la majorité de l'équipe. Et aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que pour pas mal, alors ça dépend des personnes, mais il y a des personnes qui aujourd'hui apprécient vraiment le télétravail, même si aujourd'hui, chez nous,
il n'y a personne qui veut faire du 100% télétravail parce qu'il y a quand même un isolement qui est quand même assez dur sur la durée. Mais nombre des Osaxiens ou Osaxiennes veulent quand même continuer en télétravail 3 ou 4 jours par semaine. Donc, il y a un gros changement qui a été opéré aujourd'hui via le Covid sur ce mode de travail, clairement. Alors, comment tu réussis à maintenir la cohésion et surtout la culture d'entreprise que tu as pu mettre en place à travers les équipes? Parce que on sait très bien que le télétravail ne favorise pas effectivement ce genre de cohésion, mais ce genre d'échange. Comment trouver un bon équilibre entre le télétravail que l'on demande? Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas se dire que 2-3 jours, c'est bien, mais le reste du temps, il faut quand même se voir, il faut se parler, il faut se rencontrer, parce que c'est que comme ça, en fait, que les équipes se connaissent au bout du compte. Oui, tout à fait. Alors nous, chez Osaxis, on a déjà un Mystery Tour annuel où on se retrouve tous. Enfin, ceux qui le veulent aujourd'hui, c'est la majorité quand même de l'équipe. C'est un événement annuel que l'on fait, qui est tenu secret jusqu'à l'organisation le matin même. Donc là, par exemple, on est allé à Budapest cette année. On avait dû l'annuler par contre en 2020 parce que on n'a pas pu prendre l'avion tout simplement. Donc bon, ça, je dirais, c'est qu'une fois par an. À part ça, on essaie de faire des soirées techniques, des soirées jeux où on essaie de concilier un peu le tout. Là, par exemple, on a une soirée débugage, comment débugger son CSS qui va être organisée le mois prochain. À l'issue de cette petite formation, présentation, on va faire un repas, soit raclette, soit pirade, et à la fin, on va faire une soirée jeu. Voilà. Donc, on essaie quand même de maintenir des activités quand c'est possible. Et après, on a donc au quotidien, on a 2 jours par semaine. On essaie de faire venir les gens quand même au moins 2 jours par semaine au bureau. C'est un minimum. Donc pour ceux qui travaillent au forfait, il n'y a pas de problème puisque effectivement on se retrouve 2 jours par semaine. On essaie de faire venir les gens le même jour. Ça c'est assez récent justement, c'est quelque chose que l'on a vu. On essayait de lisser les venues pour avoir tout le temps du monde au bureau. Et là dernièrement à l'usage, on a vu qu'effectivement les gens se croisaient et venaient pas les mêmes jours. Donc on essaie de faire venir les gens le même jour. D'accord. Et pour ceux qui sont en délégation de personnel chez nos clients, donc c'est aussi souvent 2 ou 3 jours par semaine chez le client sur site. Et sur les 2-3 autres jours, on essaie de leur demander de venir une journée par semaine au bureau. Voilà, donc ils font du télétravail pour nos clients dans les locaux d'Osaxis. Voilà, et ça permet de se retrouver un peu plus. Alors, est-ce que tu as vu aussi des évolutions dans le marché, de comment tu as des relations avec les entreprises clientes? Est-ce qu'il y a une sorte de changement de rapport de force ou est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, une entreprise aura plus facilement l'esprit de changer de partenaire technique, ou est-ce qu'au contraire, il y a un renforcement des liens? Parce qu'au bout du compte, moi, j'entends un petit peu tous les sons de cloche, que ce soit des grosses ESN ou des petites. Ouais. Alors, quelque chose d'intéressant à ce niveau, c'est vrai que avec la présence sur site au quotidien des équipes, il y a quand même une confiance qui s'installe entre les équipes de développement, les Scrum Masters, tous les tech leaders, etc., et le client. Donc aujourd'hui, ce qui est difficile, je dirais, c'est démarrer une nouvelle relation de confiance en 100% télétravail. Donc nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec nos clients existants, donc ce sont des clients que l'on accompagne depuis plus de 10 ans, ils nous font confiance, ils nous connaissent, et donc quand on propose une personne qu'ils ne connaissent pas mais qui vient de chez nous, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance, et donc que la personne va bien travailler en télétravail. Par contre, pour les ouvertures de compte, pour nous, pour accéder, pour faire basculer un prospect côté client, c'est beaucoup plus difficile parce que le fait qu'ils ne nous connaissent pas
et qu'ils n'ont pas au quotidien la possibilité de valider la personne sur site, créer un frein et une barrière qui est très difficile de franchir. Donc nous, aujourd'hui, on voit que l'on a un développement de notre activité auprès de nos clients existants qui est vraiment facilité. Par contre, attaquer de nouveaux clients et leur montrer qu'on peut les satisfaire, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, effectivement, il y a un changement qui est apparu là-dessus. Est-ce que le fait d'être effectivement une petite ESN, ça peut poser un problème, effectivement, surtout quand tu es en face des gros intégrateurs, hein. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais oui, on pense effectivement à Cap, on pense effectivement à Accenture, des choses comme ça. Oui. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être vu et de se voir qu'il y a 2-3 ans, ou est-ce que pour toi c'est la même chose? Alors moi, je ne sens pas vraiment de différence par rapport à eux. C'est vrai que nous, étant donné que l'on est assez peu nombreux, on n'a pas un besoin de prospection très important. C'est-à-dire qu'on a nos clients existants, on a des demandes de mission, et en gros, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher des nouveaux clients. Je pense qu'à partir de 100 ou 200 salariés, c'est quelque chose qui serait beaucoup plus présent. Mais là, aujourd'hui, nous, on voit pas trop de différence. En plus, juste pour préciser, quand même, une des caractéristiques d'Osaxi, c'est qu'on n'a pas de commercial. Voilà, donc on n'a pas de métier de prospection à proprement parler. C'est via notre réseau, via nos connaissances, via nos clients qui peuvent changer de poste, etc., que l'on développe notre activité. Donc là, non, je n'ai pas senti de différence à notre niveau. Alors, tu parlais effectivement donc que vous étiez une trentaine dans la société, que la progression des effectifs était très limitée à 2-3 personnes, c'est ça? Ouais, une à deux personnes par an, peut-être. Sur les 3-4 dernières années, on a une progression un peu plus forte, mais voilà, c'est assez modéré. Oui. Alors ça, c'est voulu, ou est-ce que c'est la contrainte du marché du recrutement qui fait ça? Alors, ça a été voulu pendant une grosse quinzaine d'années. Par contre, là, aujourd'hui, on aimerait être un peu plus grand. Voilà. On n'aurait pas les difficultés à recruter que l'on rencontre aujourd'hui. On serait une bonne quarantaine chez Osaxis, clairement. Par rapport à l'activité, aux missions que l'on a, que l'on ne peut pas pourvoir, on est restreint parce qu'on n'arrive pas à recruter. Alors, d'où vient ce problème? Est-ce que c'est un problème de profil? Est-ce que c'est un problème de motivation? Est-ce que c'est un problème de formation? Parce que quand nous échangeons avec des recruteurs, des responsables RH ou d'autres entreprises, les problèmes sont un petit peu variés. Alors, il y a effectivement un problème d'adéquation parfois dans les compétences et les formations, et parfois aussi, malheureusement, des prétentions, des ambitions de l'arrivant qui sont parfois extrêmement élevées et en décalage avec la réalité des choses, non? Alors, il y a beaucoup de choses que tu as citées qui sont vraies. Alors pour nous, la principale difficulté, c'est qu'on est petit et très peu visible. Déjà, tout à l'heure, tu parlais des grosses ESN. Hein. Il faut voir que d'un point de vue général, déjà quand même, dans le domaine du développement informatique, je prends vraiment le cœur du métier, il y a une pénurie de ressources depuis quand même de très nombreuses années. Donc ça, c'est déjà un fait. On ne peut pas satisfaire toutes les demandes avec les candidatures ou les ingénieurs qui arrivent sur le marché. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que les grosses ESN font des partenariats avec les écoles d'ingénieurs et les universités, animent des cours, sont présents au cours du cursus de scolarité des étudiants. Et 1 à 2 ans avant leur diplôme, ils savent déjà qu'ils vont faire leur stage de fin d'études dans ces sociétés-là, dans ces structures-là. On a certaines écoles où il y a 50% de l'effectif qui va aller chez Cap, Atos, Seria, etc. Juste parce que ils les ont un peu, je dirais, fait signer avant qu'ils soient diplômés. J'ai 2 de mes enfants qui sont sortis d'école d'ingénieurs.
qui déjà 2 ans avant la fin de leurs études savaient où ils allaient faire leur stage de fin d'études. Donc là, je veux dire, déjà, on a quand même voilà, étant donné que l'on a déjà une pénurie, étant donné que les jeunes ingénieurs sont jamais sur le marché du travail, c'est très difficile pour une société qui n'est pas du tout visible de demander à des candidats de venir nous voir alors qu'ils sont jamais à la recherche d'emploi. Voilà, ça c'est clairement. Donc nous, on essaie de faire quand même des efforts au niveau visibilité, d'être présent, de montrer tous les atouts que l'on peut apporter, mais on est trop petit, je dirais, pour faire un partenariat avec des épithèques, des polytechs, des ENSI, etc., en leur disant, ben, nous, on veut un ou deux stagiaires par an. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment, c'est notre gros souci, c'est qu'on ne voit même pas de candidats. Hein. On voit très, très peu de candidats. Hein. D'accord. Et est-ce que dans les quelques candidats que tu reçois, tu vois des profils qui se diversifient? Alors, tu parlais évidemment des écoles en bac+5, le +3, bon, ça c'est le cours classique, on va dire. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, les ESN, dont la tienne, se réorientent vers des reconversions, vers des formations courtes? Est-ce que, voilà, oui. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Ouais. Alors, on le fait par obligation, clairement. Aujourd'hui, chez nous, on recrute principalement des ingénieurs informatiques diplômés, des Master 2, mais aussi d'autres types de profils qui sont en reconversion parce qu'on a besoin de ces personnes-là. Après, c'est vrai qu'on s'aperçoit au quotidien que des personnes qui sont en reconversion, même d'études scientifiques, ingénieurs généralistes, électronique, chimie, etc., qui sont quand même assez bons en maths, en logique, qui sont quand même des concepts qui sont assez importants pour être un bon développeur, ont des lacunes, des carences sur des choses de base, hein, sur l'architecture, sur la logique informatique, donc sur l'algorithmique de base. Donc pour nous, c'est beaucoup plus dur et c'est, je dirais, une deuxième formation. Quand ils nous rejoignent, ils sont débutants, mais on est obligé de les former, quoi, de les accompagner. C'est beaucoup plus de boulot pour nous. Mais on est obligé de le faire. On n'a pas le choix. Sinon, parfois, il y aurait des périodes sur 2 ans où on verrait personne. D'accord. Donc oui, on s'ouvre à d'autres types de profils. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends en compte aussi les freelances? Parce que je sais qu'il y a des ESN qui peuvent le faire. Est-ce que c'est ton cas? Oui, mais on le fait assez peu. C'est vrai que par rapport, tu vois, la notion d'équipe que l'on a dans Homos, etc., c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture d'Osaxis. Donc, par contre, on le fait épisodiquement pour des accompagnements. Alors, ce sont plus des freelances un peu seniors, hein, que l'on connaît par le passé, voilà, qui ont des postes un peu de peut-être directeur de projet, voilà, de refonte, urbanisation des sites, voilà. Mais oui, on commence à le faire un petit peu. On le fait un petit peu. D'accord. Et enfin, une dernière question, parce que le temps avance. Bon, tu as vu comme moi que le marché des ESN a tendance à se consolider. Enfin bon, après on dit ça tous les ans, effectivement. Un petit peu, oui. Bon, voilà. On voit des rachats, on voit des ESN et notamment des pure players qui s'effondrent, qui disparaissent parce que les équipes partent ou qu'il y a des problèmes structurels. Voilà. En fait, est-ce que toi, ça te fait peur? Est-ce que ça te motive? Est-ce que tu peux envisager qu'un jour, effectivement, une grosse ESN te rachète ou que tu fusionnes avec une autre petite ESN pour atteindre ce qu'on appelle une taille critique ou faire effectivement une extension externe, enfin une croissance externe, pardon. Comment tu ressens un petit peu tout ça? Ouais. Alors bon, on est contacté assez régulièrement, hein, justement pour être. Alors, on parle de fusion, mais c'est plus des absorptions, hein, puisque c'est vrai qu'on intéresse des sociétés qui sont plus importantes que nous. Clairement, on a une base client qui est solide. Voilà, on a une équipe qui est vraiment bien, hein, techniquement, humainement, etc. Donc il y a pas mal de sociétés qui nous sollicitent. Aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité pour nous, clairement, d'être absorbé ou fusionné avec une autre société.
Ça se passe très bien je dirais, depuis 10 ans, hein, même s'il y a eu des périodes un peu plus dures, comme en 2008-2009, à la crise des subprimes, ou même là, avec le Covid et la guerre en Ukraine, c'est quand même un petit peu particulier. Mais la société fonctionne toujours très, très bien. Donc, pour l'instant, pour nous, il n'y a aucune volonté d'être absorbé ou de fusionner avec notre société. Par contre, dans l'autre sens, étant donné que le marché du recrutement est très difficile pour nous, on a essayé un peu tous les biais, hein, les sites, les chasseurs de tête, Welcome to Jungle, Jobtic, Talent.io. Enfin voilà, on essaie de voir un peu tout ce qui peut exister. La croissance externe, c'est quelque chose que l'on commence un petit peu à regarder. Même si aujourd'hui, ce serait des structures de 5 à 10 personnes maximum. On y a pensé, par exemple, pour un développement à Lyon et à Rhône-Alpes, puisqu'on n'est pas du tout implanté sur site. On a commencé à regarder s'il y avait possibilité de développer en région Rhône-Alpes via acquisition d'une petite structure. Maintenant, c'est quelque chose que l'on n'a jamais fait. Et on sait que ce sera un peu difficile aussi d'accueillir une équipe d'un coup, puisque nous, on accueille vraiment les personnes une par une depuis la création de la société, avec un accompagnement assez individuel. Voilà, on fait monter en compétence, on essaie d'intégrer, de faire participer aux soirées, etc. Et là, on ne sait pas trop comment ça peut se passer. Voilà, d'absorber une structure dans sa totalité avec une culture d'entreprise propre et voir comment on peut la faire matcher avec Osaxis. Voilà. D'accord. Donc, pour 2023 et puis au-delà, tu es quand même plutôt confiant dans tes perspectives. Oui. Je pense. Bon, après, on est avec la croissance que l'on a eue, qui était quand même assez lente, assez modérée, je dirais, un peu à la vieille école, on est très, très solide structurellement et financièrement. Voilà. Même si les 2 dernières années sont moins florissantes que les années précédentes. Oui, on a joué un peu les écureuils, quoi. Ok, voilà. Très bien. Alors, s'il y a des développeuses et des développeurs qui nous écoutent ou nous regardent, parce que je rappelle qu'on est en vidéo et en podcast, évidemment, comment on peut envoyer un CV ou te contacter pour voir s'il y a un post intéressant, voilà. On fait comment? Voilà, alors en fait, on a une page Rejoignez-nous sur le site osaxis.fr que l'on met à jour assez régulièrement et où on a mis par exemple les offres de stages de fin d'études ou d'ingénieurs pour le recrutement, où il y a pas mal d'infos sur ce que l'on attend, sur les rémunérations qui peuvent être proposées, etc. Et voilà, si l'envie vous en dit, voilà, n'hésitez pas à postuler, on se fera un plaisir de vous accueillir et discuter avec vous et voir si on peut trouver un terrain d'entente. Voilà. Ok, très très bien. Écoute Franck, un grand merci à toi. J'espère que ce Realize Note vous a intéressé parce qu'on parle beaucoup des ESN, mais au bout du compte, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, aussi bien au niveau structure que marché. En tout cas, un grand merci à toi et à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci François, merci à tous.